Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. On est jeudi, mais contrairement à l'habitude, ce n'est pas la dernière de Côte-Nord Attitude pour cette semaine. Tommy Auger, journaliste pour Nous TV, et Jean Saint-Pierre, journaliste d'Attraction Radio. Salut Jean! Bonjour Tommy! C'est pas la dernière de la semaine, hein? Ben non, un petit spécial tournoi Ferro. Comme chaque année, on sera en direct de la classique hivernale. Le temps s'annonce favorable. Ah, hein? ouais, il va faire beau. C'est généralement ensoleillé. Faut pas qu'il fasse demain. moins 30 non plus, là. Ben, moins 11, là. C'est très confortable. Là. Ouais, c'est une belle température d'hiver. De toute façon, si on décide tôt demain matin de déménager l'activité à l'intérieur de l'aréna, ben on sera là quand même à Côte-Nord Attitude. Pierre Gilbert, le président du comité organisateur, sera avec nous pour cette heure de lunch demain où on va présenter un peu tout ce qui s'en vient, notre beau tournoi Ferro, où tous nos jeunes de ben des villes de la Côte-Nord on va avoir du plaisir, j'en suis certain, cette fin de semaine. Au menu ce midi à Côte-Nord Attitude, on va d'abord revenir sur les audiences d'hier soir du Bureau des audiences publiques en environnement. On était à Sept-Îles pour étudier le fameux projet de parc de résidus d'ArcelorMittal. Exact. C'est vaste parce que, bon, une mine, on n'a pas le choix, là. C'est pas un concentré à 100% de fer, hein, du minerai. Il reste des résidus, faut les placer à quelque part. Et pour 2026 à 2045, à la mine du Mont-Wright, on a des besoins. Plusieurs organismes ont déposé des mémoires hier. Il n'y a pas tant que ça d'opposition. Quelques inquiétudes, quelques ajustements demandés, mais en général, ce projet passe plutôt bien, est assez bien compris. On a eu des appuis, notamment du côté des métallos hier soir à ces audiences du BAP. C'est Daniel Girard de l'Association de protection de la rivière Moisie qui sera avec nous dans quelques minutes à 12h15 pour un retour sur ces audiences du BAP. Ensuite, on fait un genre de bilan du travail du Bella des gagnés. On le sait, la fin de la saison n'a pas été facile. Les vents ont été défavorables. Il y a eu des critiques, entre autres, de la députée. Le directeur de Relais Nordique y répondra. On va parler des prochaines saisons, des projets de traversier, voir si Relais Nordique, qui l'a fait, hein, qui l'a essayé, Anticosti à partir d'Orve-Saint-Pierre et de relier la Gaspésie avec le Nordique Passeur il y a plusieurs années de ça. Donc, plusieurs sujets qu'on va aborder avec le directeur de Relais Nordique en direct vers 12h28. Officiellement, ça ferme vendredi le musée pour au moins 4 mois. On devrait relancer ça avec la saison touristique. On a 2,7 millions de dollars à dépenser pour le rénover, notre musée du Boulevard L'Or. Le directeur Christian Marcotte nous explique comment ça s'organise du côté du chantier, un petit peu la petite histoire du musée qu'on appelait avant le musée des Sept-Îles, qui est né autour du projet du Vieux Poste quand même. Donc, Christian Marcotte et les travaux du musée, tous les détails à 12h40. En fin d'émission, on parle du festival et de sa clôture. Le fameux festival du film de Sept-Îles qui est en cours, qui est en pleine activité, mais on se concentrera sur le film de clôture qui sera une primeur à Sept-Îles. Le fameux film Inunikamu, Chanter la résistance. Vraiment, c'est un film qui est extrêmement attendu. On s'était entretenu avec le réalisateur Kevin Bacon-Hervieux l'an passé. Il était en recherche de sociofinancement pour boucler un peu tout ça. Les choses ont beaucoup évolué depuis, réussi à tout compléter là, son financement. On passe à TV en plus, hein? Ah, c'est vraiment là un extrêmement beau projet, mais aussi un beau message qui est transmis. On peut voir la bande-annonce. Les gens, là, on n'a pas pu encore voir le film. Les gens seront invités à la cérémonie de clôture du Ciné-7, donc on s'entretiendra avec monsieur Kevin Bacon-Hervieux, qui est le réalisateur de Inunikamu, Chanter la résistance. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on y va avec un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Un incendie assez important tôt ce matin du côté de Rivière-au-Tonnerre. Il aurait pris naissance à 4h30 dans une résidence, pas de Rivière-au-Tonnerre, de Bétrinité, pardon. Okay, me semble... J'étais pas du bon côté de la route, là. Selon le chef pompier du village, Steve Boucher, il y a eu plus de peur que de mal ce matin. Personne ne se trouvait dans la maison lors de l'incendie, lors de l'arrivée des pompiers et des policiers non plus. Plusieurs résidences autour ont été évacuées vers
5 heures ce matin. La circulation sur la route 138 a aussi été ralentie. Tout est revenu à la normale vers 10 heures. Des pompiers de Bécomo se sont rendus sur place pour assister les pompiers volontaires du village. Une enquête tentera de déterminer les causes de cet incendie. Une dizaine d'organismes ont présenté des mémoires aux audiences publiques du BAP hier soir à Sept-Îles ou mardi à Fermont concernant le projet de parc de résidus miniers par ArcelorMittal. Plusieurs ajustements ont été réclamés, mais personne ne s'oppose vraiment. Rappelons que le projet d'ArcelorMittal Mines Canada vise la gestion des 825 millions de tonnes de résidus qui seront extraits de la mine du Mont Wright entre 2026 et 2045. L'Association de protection de la rivière Moisy, le Conseil de bande d'Itum, Développement économique Port-Cartier, l'organisme de bassin versant Duplessis et le syndicat des métallos ont déposé des mémoires hier à Sept-Îles. Les Inuits réclament des compensations pour l'inondation de territoires de trappe, de chasse et de pêche. La Coalition pour que le Québec ait meilleure mine a identifié 3 préoccupations majeures, dont les risques de déversement de déchets miniers. On s'entretiendra avec les gens de l'Association de protection de la rivière Moisy à ce sujet. Des maires et des représentants de l'industrie touristique du Québec partent en mission économique aujourd'hui à Toronto et Calgary pour tenter de trouver un compétiteur pour Air Canada dans les aéroports régionaux du Québec. La mission organisée par l'Union des municipalités du Québec cible les compagnies WestJet et Porter. Les maires de Sept-Îles et Bécomo font partie du comité sur le transport aérien. Plus de 600 billets d'avion ont été analysés pour conclure que ça coûte 55% de plus qu'ailleurs au Canada pour voyager en avion à l'intérieur du Québec. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, est président de ce comité de l'UMQ. Pour lui, l'avion demeure le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace pour relier les régions avec les centres urbains, pour attirer les investisseurs et développer le tourisme. Il croit que le prix trop élevé des billets d'avion pour des destinations comme Sept-Îles ou Gaspé perdure depuis trop longtemps et constitue un grand frein au développement des régions. Le projet de la compagnie Tacora d'exploiter l'ancienne mine Scully au Labrador progresse. L'entreprise américaine souhaite transporter du minerai jusqu'au port de cette île dès 2018. Elle a engagé des discussions avec des partenaires financiers et acheteurs potentiels pour le faire de la mine Scully. L'entreprise de l'État du Minnesota dispose d'un bon plan d'affaires avec un minerai à forte concentration et un prix du fer en hausse depuis octobre sur les marchés mondiaux. Le directeur des caisses d'économie Desjardins des mines et métaux, Steve Chapado, surveille de proche l'évolution de ce genre de projet. Mais le plan d'affaires, justement, on négocie une convention collective déjà avec les métallos du Labrador. Donc, apparemment que c'est un processus de revalorisation du minerai, des résidus de la mine Scully. C'est pas de réopérer la mine Scully, oui, mais de revaloriser justement les résidus. Tacora poursuit le montage financier de son projet au Labrador. L'entreprise américaine a repris l'ancienne mine de Cliff du syndic de la faillite pour 2 millions de dollars en juin 2017. La mine Scully est fermée depuis 2014. Un nouveau procédé de séparation du fer et du manganèse permettrait de prendre l'exploitation pour 20 ans. L'Institut national des mines dresse un bilan positif de 2017 marqué par une reprise des investissements dans l'industrie. Elle multiplie les efforts pour soutenir ceux du milieu de l'éducation, pour adapter les programmes, pour former les travailleurs des mines 4.0. Le directeur général de l'Institut national des mines, Robert Marquis, estime que le centre de formation professionnelle de Sept-Îles, avec son nouveau pavillon qui ouvrira en 2018, et le Cégep pour l'ensemble de ces programmes ont fait les bons choix. Ce que vous faites à cette île, vous êtes parmi les précurseurs là-dedans. Depuis déjà quelques années, vous avez déployé des simulateurs pour former des opérateurs à distance. Vous avez des ententes entre vos établissements d'enseignement et les compagnies minières actives chez vous. Vous posez exactement les bons gestes. L'Institut national des mines a produit des vidéos en réalité virtuelle pour faire connaître la diversité des métiers liés au secteur minier. 2 vidéos ont été réalisées chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord. La Sept-Îlienne Patty Roussel a gagné 22 500 $ lors de son passage à l'émission La Poule aux œufs d'or diffusée hier soir à TVA. Sa participation aurait pu lui rapporter 550 000 $. Dès le début de l'émission, Patty a promis d'aider sa fille pour l'acquisition de sa première maison, quel que soit le montant de son gain.
La participante de Sept-Îles a remercié l'animateur Guy Mongrain en langue Innu. Ça a été un petit peu spécial. Mongrain, il a essayé d'y répondre, mais je pense qu'il connaissait seulement deux mots, Metabetchouan puis chaman. Ah ouais, au moins Kwekwe aurait été de mise. C'est de mise. Le musée régional, en terminant, le musée régional a fermé l'accès à son exposition permanente cette semaine. Tout l'établissement sera fermé à partir de vendredi pour quelques mois pour la réalisation d'importantes rénovations. On va en parler plus en détail un peu plus tard sur l'émission. Le directeur du musée sera avec nous, Christian Marcotte. On s'arrête quelques instants et on s'entretient au sujet de mémoire déposée par l'Association de protection de la Rivière-Moisie pour ce qui est du parc de résidus du Mont-Wright. Attitude. Chaque trousseau de clés perdu a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Masexualité.ca vous demande « Êtes-vous vraiment informé? » Hey, ça dit ici que si tu commences à prendre la pilule, on n'aura pas besoin de condom. Ouais, je sais. Tu m'as toujours dit que c'est plus hot. Mais j'ai aussi entendu dire que la pilule fait engraisser. Ben, on pourrait s'essayer juste une fois. De toute façon, c'est quoi les chances? Hey! Si tout ce que vous entendiez était vrai, les castors parleraient, on vivrait dans des igloos, et puis vos parents auraient toujours raison. Vérifiez les faits à masexualité.ca. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Pourquoi je souris quand tu ris? Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Ce sera nous dès demain. On still loving you. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, on est de retour à Côte-Nord Attitude et on s'entretient concernant la mine, le parc de résidus de la mine du Mont-Wright, hein, c'est bien ça? Oui, c'était la fin des audiences publiques hier à Sept-Îles. Ça a quand même été une bonne soirée. Il y avait 5 mémoires, 5 organismes, et quelques citoyens aussi qui sont allés s'exprimer. D'ailleurs, je lui lève mon chapeau au BAP, hein, au niveau techno, là. Tout est déjà sur le site Internet ce matin. On peut voir la séance. On a accès à tous les mémoires qui ont été déposés à Fermont mardi ou à Sept-Îles hier soir. C'est un projet majeur, là, du côté d'ArcelorMittal. Je pense que la compagnie, c'est la première fois qu'ils sont confrontés au processus d'audience publique en environnement en plus. Pour nous en parler, Daniel Girard, il était là hier soir comme militant de longue date à l'APRM, l'Association de protection de la Rivière-Moisie. Daniel est un ex-président, mais encore sur le CA, hein, c'est ça? Oui, je suis encore sur le conseil d'administration pour donner un coup de main. Maintenant que je suis à la retraite, j'ai un petit peu plus de temps des fois pour m'occuper de certains dossiers qui sont un petit peu plus pointus, comme d'ailleurs le dossier d'ArcelorMittal. C'est clair que aller à Fermont le 19 puis le 20 décembre, juste un peu avant Noël pour aller poser des questions, puis préparer un mémoire qu'il fallait qu'il soit déposé au BAP le 18 janvier dernier. C'est vrai que ça prend du temps. Les premières étapes étaient juste avant les fêtes. Ça donne pas. On vous a pas donné tant que ça pour se préparer. Il y a peut-être une lacune à ce niveau-là. Je souligne l'aspect techno. Là, il y a quelqu'un qui fait bien sa job au BAP parce qu'on avait tout accès ce matin. On a accès tout le temps en direct. Là, ils sont pas venus avec toutes les caméras. Hier, on vous voit pas bien sur les vidéos, mais quand même, au niveau techno, ils ont bien fait la job. Au niveau planning, c'est autre chose. Ouais, ils ont très bien fait leur job. Moi, ils ont fait un bon travail, compte tenu du peu de temps qu'ils ont eu. Le résumé du projet a été déposé au mois de septembre, puis immédiatement, le BAP s'en est préoccupé parce que, justement, à ArcelorMittal, ils ont besoin de commencer le projet dès ce printemps. Ouais. OK, parce que c'est quand même un projet d'agrandissement de leur champ de résidus miniers sur à peu près une dizaine d'années. Donc, ils ont besoin de commencer immédiatement. Ils nous ont très bien expliqué à ArcelorMittal, lorsqu'on était à Fermont, que leur capacité était jusqu'en 2020, 2022, que s'ils font pas ces aménagements-là, ben la production minière devrait cesser. Donc, on comprend très, très bien
leur projet. Du côté de la PRM, on n'est pas opposé. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui est opposé. Là, c'est Marc Fafard qui représentait la coalition Meilleure Mine, Québec Meilleure Mine. Puis on a des inquiétudes, mais pas des oppositions non plus, du côté de ce groupe écolo bien connu. Du côté de la PRM, les inquiétudes, c'est surtout sur les sources de la rivière Moisy. Hein? C'est pas loin de Pécan, là. Effectivement, faut comprendre que ArcelorMittal, quand ils traitent leur eau usée, OK, qui est quand même de l'eau rouge très maganée au départ, ça se jette dans le ruisseau Webb, ce qu'on appelle le ruisseau Webb, qui est à la tête du lac Webb. Et le lac Webb se jette dans la rivière au Pécan, un affluent principal de la rivière Moisy. Mais ça fait des années que c'est comme ça quand même. Ça là. fait depuis 1974. La situation actuelle, ça est déjà devenu rouge, la rivière Moisy. Oui, en 77, parce qu'il y avait eu une rupture de digue. OK, mais depuis ce temps-là, il n'y a jamais arrivé d'accident majeur. Ça a toujours été assez bien contrôlé. Même si des fois, leur usine de filtration, leur système ça respecte les normes environnementales en vigueur pour les milieux miniers, mais à la sortie de cette usine de traitement-là, on ne boira pas l'eau. Là. Ouais. On s'entend qu'à la tête, à la charge du lac Webb, c'est rouge, là. C'est le ruisseau qui est là, il est rouge, c'est pas de l'eau propre, là. Moi, j'en boirais pas, puis vous non plus, là. Non, c'est ça. Pas grand monde qui en boirait. Oui, c'est ça. Ça fait que nous, dans ce cadre-là, on se dit, bon, on est rendu un projet, quand même, c'est un projet de 458 millions. C'est un projet qui va s'échelonner à peu près sur une dizaine d'années. Que c'est peut-être le temps, là. Ça fait 43 ans qu'on fait des rejets d'eau traités, même si on a été traités dans le lac Webb, que ce serait peut-être le temps qu'on installe un système de contrôle à la sortie du lac Webb pour qu'on puisse avoir un bon système de filtration, pour que l'eau soit de meilleure qualité dans l'eau qu'on va rejeter dans la rivière au Pécan, mais on leur demande aussi de faire un suivi. La dernière fois qu'il y a eu une analyse d'eau sur la rivière Moisy par le ministère de l'Environnement, c'était en 1996. Oh, okay. On s'entend que ça fait déjà 22 ans. ArcelorMittal, depuis ce temps-là, ont augmenté leur production. Au début, ils étaient aux alentours de 10, 11, 12 millions de tonnes. Ils sont rendus à plus de 25 millions de tonnes. Donc, vous ne voulez pas leur rejet et le système fait en sorte qu'il y en a plus. Donc, si on veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans la rivière au Pécan, ça nous prend des systèmes de contrôle. Il faut faire des analyses d'eau au moins 4 fois par année, en haut du ruisseau Webb, du lac Webb et en bas, mais aussi à l'intersection Pécan puis Moisy, qu'on puisse aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Ça a-tu vraiment un impact? Puis si ça en a un, mettons les correctifs, puis c'est le temps de le faire là pendant que le projet est en marche, parce que une fois que tout va être fermé, puis une fois que les chemins vont être construits, toutes les digues vont tout être faites, ça sera pas le temps d'aller installer un système à la sortie du lac Webb. Ça sera comme pas plus possible. Là, c'est le temps d'en profiter. Le timing, excusez-moi le terme anglais, mais le timing est bon. C'est le moment. Pour les gens qui se posent la question, quel impact ça peut avoir sur les saumons de la rivière Moisy, les affluents là, qui se déversent là, quand même assez haut, mais qui finissent par se ramasser dans la Moisy? Quel impact direct ça peut avoir sur les poissons? Ça, c'est le bout qu'on ne connaît pas vraiment. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on veut en savoir plus. On va en savoir plus, mais c'est le bout aussi qu'on a expliqué au bureau d'audience publique. Nos meilleures frayères sur la rivière Moisy sont situées en haut de la passe migratoire Katchapaoun. OK, ça va, les meilleures frayères reconnues, c'est Tahoti, Kaopacho. Mais Tahoti, là, c'est seulement à 140 km de la sortie du lac Webb, c'est la rivière au Pécan. Donc, ça prend à peu près une journée et demie à l'eau à se rendre dans ces secteurs-là. Les petits, parce que là, c'est vraiment, la problématique, c'est bien plus au niveau des alevins, des tacombes, des somolos. Ils vivent là pendant 3 ans et demi. En moyenne, c'est 3,51, plus précisément, là. La moitié à 3 ans, la moitié à 4 ans, là, qui vivent là. Donc, ils vivent dans un eau où il y a des particules qui descendent. Il y a des particules qui sont excellentes pour eux autres parce que ça se nourrit de mouches, de toutes sortes de choses. Mais ça se peut qu'il y ait aussi des particules qui viennent des résidus miniers qui soient pas très, très bons pour leur santé. Ça fait que, mais tout ça, faut être capable de l'analyser. Puis pour être capable de l'analyser, ça prend des suivis environnementaux. Puis ces suivis-là n'ont jamais été faits. Okay. Puis là, on en profite, justement dans le cadre d'un projet comme ça, de demander au gouvernement du Québec, donc au ministère de l'Environnement, avec le promoteur ArcelorMittal, de mettre en place des systèmes justement pour nous permettre d'avoir un bon contrôle sur ces
Peut-être que ça n'a pas beaucoup d'influence. Ça se peut. Mais faut le savoir. Pour le savoir, il faut le calculer, il faut aller voir, il faut mesurer, il faut vérifier les effets. Ouais. En tout cas, tu as créé une image forte dans ma tête un matin quand tu m'as parlé que la rivière Moisy était venue rouge. C'est ce qu'il faut prévoir, hein, dans ces affaires-là. Là, on le fait pour jusqu'en 2045. Il n'y aura pas d'autres BAP entre-temps. S'il arrive une catastrophe, que ça déborde, qu'on doit déverser parce qu'il y a trop d'eau, là, Hydro-Québec a été obligé de le faire dans Manicouagan. C'est là où on a de l'inquiétude aussi, je pense. Hein? On a de l'inquiétude aussi à ce niveau-là, parce que dans leur digue, chaque digue est faite, c'est pas des barrages, hein, c'est des digues. Mais chaque digue a des systèmes de déversement d'urgence. Si jamais le niveau d'eau monte trop haut à cause justement qu'il y a eu un changement, des pluies diluviennes, n'importe quoi, donc ils ouvrent ces déversoirs d'urgence-là, c'est automatiquement, l'eau, là, il n'y a plus traité, plus rien, puis ça va se ramasser directement dans la rivière au Pécan. Et c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas arrivé depuis 1977, mais ça peut arriver. Les changements climatiques, ils sont là. On voit de plus en plus de grandes pluies. On voit les variations. Nous, on suit le système de contrôle des débits sur la rivière Moisy. Là. Encore l'été passé, en plein été, on s'est ramassé avec des débits qu'on n'avait jamais vus, qui n'avaient jamais été enregistrés en plein été, beaucoup plus élevés que la normale, que plus élevés que les plus grandes crues qu'on avait connues en période estivale. Donc, on voit qu'il y a des changements. Donc, c'est important de... On est équipé pour enregistrer le débit, on le voit chaque printemps, on a des compteurs, on peut aller voir ça sur Internet, mais on n'enregistrait pas la qualité de l'eau d'échantillonnage sur la Moisy depuis 22 ans. Ça m'a surpris un peu. Est-ce qu'on a senti de l'ouverture, Daniel, quoi, Arcelor? C'est la première fois qu'ils vivent ça, un BAP, là, ils font bien ça, ils sont à l'écoute, ils pourraient s'ajuster même si les délais sont serrés? Oh, moi, je pense que oui, je pense qu'ils sont capables de s'ajuster. De toute façon, le porte-parole à Fermont de ArcelorMittal est un amateur de pêche au saumon, un gars de la rivière, il sait de quoi il parle, ils savent c'est quoi l'importance du saumon atlantique là, pour les développements économiques régionaux. Donc, je pense qu'il y a une ouverture. Mais les préoccupations du BAP étaient quand même surprenantes de dire on va rajouter quelque chose si on fait un système de filtration à la sortie du lac Webb. Là, on le dit, on va détruire à peu près 40 lacs, une cinquantaine de ruisseaux, puis là, vous voulez pas faire d'intervention à la sortie du lac Webb. Là, on a de la misère à comprendre, à suivre le raisonnement du ministère de l'Environnement. Là. Et on dit, changez votre attitude un peu, là, on n'est plus dans les années 50, là, on est rendu, c'est le temps peut-être de profiter d'une expérience de même, en plus de ça, pour améliorer nos systèmes puis voir une belle qualité de l'eau dans nos rivières à saumon. Toi, tu as suivi de tout ce processus-là du BAP. Tu t'es rendu à Fermont lors de la première étape aussi. Tu en as suivi d'autres. À l'époque, il y a eu quand même le débat. On parle de Carrel et au Pécan. Là. On se souvient du débat des SM3. Là, hein? On s'est battu fort. Je pense que c'est Daniel qui était pas mal dans le dossier aussi à cette époque-là. On a vu d'autres BAP avec Mine Arnaud qui ont été plus compliqués. Toi, ce que tu as vu dans le processus, là, les opposants, c'est quand même pas... Il y a rien de catastrophique. Là. Il n'y a pas vraiment d'opposants à ce projet-là. Les Autochtones sont d'accord aussi. Nous, on est d'accord aussi. Tout ce qu'on veut, c'est améliorer le projet pour être certain qu'il y ait une belle qualité d'eau qui coule dans la rivière Moisy. Puis si jamais il arrive des déversements d'urgence, qu'on ait un système de contrôle, qu'on mette en place des mesures d'urgence. Et d'ailleurs, dans notre mémoire, on l'a spécifié et je pense que ça a très bien été accueilli. Puis même les gens du ministère de l'Environnement, je crois qu'ils pensent la même affaire que nous autres. Donc, le BAP va tout simplement améliorer. Est-ce que les ajustements se fassent? Ça a peut-être été le BAP le moins compliqué de l'histoire de la Côte-Nord, ça. Admettons qu'il n'a pas été très compliqué, mais c'était quand même un petit peu rassurant de voir que le président, celui qui présidait hier la séance et la séance de Fermont au mois de décembre, il était là à cette île lors de l'audience pour SM3. C'était sa première audience publique. Il faisait partie d'un des commissaires qui était là. OK, donc c'est dans quelle année ça? C'est 93. Ça veut dire ça fait quand même quelques années. Là. Un homme d'expérience, on va le dire comme ça. Un homme d'expérience. Donc on va suivre ça de très près si les recommandations que vous avez soumises seront acceptées et seront mises en place. Juste un petit mot pour le souper qui s'en vient. Oui, il reste des billets, là. Ça va être un bon show en plus. C'est Patrick Yvon qui va animer ça. C'est le souper de la PRM, c'est une tradition ça. Samedi le 3 février. Puis comme aujourd'hui, là, on est comme à date limite pour prendre des réservations parce que
faut aviser notre traiteur de la quantité de personnes qu'on va être là pour le souper. Notre animateur, Patrick Yvon, le petit haïssable dans l'échappée, là, mais c'est lui, qui est super gentil. Après ça, bien entendu, on a Marc Derry qui revient, c'est pas la première fois, et Philippe Braque, qui, à la fin, le soir, après les encans, après ça, ils nous font un beau show. Ça va être le party. Ça va être, l'année passée, c'était très agréable et je suis convaincu que cette année, ça va être encore excellent. Va falloir que les encans au souper de la PRM, c'est un phénomène. Va falloir changer ça, pas juste le souper de la PRM, mais le souper et party de la PRM avec les invités que vous avez. Daniel Girard de la PRM, peut-être là, le numéro de téléphone pour rejoindre si jamais les gens veulent les billets. Notre coordonnatrice, 418-962-3737. Elle est là au bureau cet après-midi. Si vous voulez des tables de 8, c'est l'idéal, mais si vous êtes seulement à 2, vous venez à 2, on va vous placer avec d'autres groupes. C'est ça, vous allez avoir du fun quand même. Vous allez avoir du plaisir, c'est certain. Daniel, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Dans votre entreprise, la connexion Internet doit fournir la même vitesse à tout le monde en même temps. Ça tombe bien, le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Une capacité inégalée, peu importe le nombre d'utilisateurs. Offert dans certaines localités, détail à telus.com/fibre affaires. Chez Super C, notre mission, c'est de vous offrir toujours plus d'économies. Pis ça, toujours en faisant zéro compromis sur la fraîcheur des produits. Ça fait que je cherchais pas ailleurs. Pour économiser, c'est chez Super C. C'est la vente à 2$ jusqu'au 31 janvier et les soupes automates Heinz 284 ml sont à 6 pour 2$. En plus, ne manquez surtout pas les cuisses de poulet frais format économique à 99 cents la livre. Faire zéro compromis pour faire plus d'économies. Ça serait bête de passer à côté de ça, hein? Super C. Beau, bon, vraiment pas cher. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Le 41e tournoi national Ferro Optimiste est présentement en cours. Jusqu'à dimanche, près de 70 équipes provenant d'un peu partout au Québec s'affrontent en rafale dans les arénas de Sept-Îles et Maliotenam. Ce vendredi, à midi, venez encourager les joueurs lors de la partie extérieure qui se déroulera au Stade Holiday et venez aussi assister à la cérémonie d'ouverture qui se tiendra à l'Aréna Conrad-Parent, toujours ce vendredi dès 18h45. Le tournoi Ferro Optimiste, une autre initiative du Club Optimiste de Sept-Îles, l'ami de la jeunesse. Chassomaniac débarque à Sept-Îles. Ne manquez surtout pas la meilleure tournée de chasse sur le marché. La soirée de films de chasse Chassomaniac 2018 est présentée ce samedi 27 janvier à 19h à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles au 737 avenue Gamache. Billets en vente chez ProNature et disponibles à l'entrée. De nombreux prix de présence et de l'action mur à mur. Chassomaniac, émotion garantie ou argent remis. Ne manquez surtout pas cette soirée. L'hiver, le froid, les tempêtes. Je suis tannée. Ce que je veux, c'est de la chaleur, du soleil, un beau bronzage. Ça tombe bien, un tout nouveau service de bronzage est disponible à Sept-Îles. Viens rencontrer l'équipe de Beauté Divine. Et pour souligner l'ouverture officielle, viens te faire bronzer pour seulement 1$ la session. Une cabine debout, 1$ 5 minutes. Une cabine couchée, 1$ 7 minutes. Mais l'offre est seulement pour ce week-end. Donc, faut se dépêcher. Nous sommes dépositaires des produits Australian Gold pour elle et lui. Beauté Divine, 881 Boulevard L'Art, 961-1922. Comme chef d'entreprise, vous n'avez pas le temps de recommencer parce que votre serveur est surchargé. Le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Ultra stable, même lorsque l'on transfère de très, très gros fichiers. Offert dans certaines localités, détail à telus.com/fibre affaires. Côte-Nord. Attitude. Alors, Jean, on parle maintenant du relais nordique. Oui, le président directeur général de la compagnie Relais Nordique qui opère le navire de desserte maritime en Basse-Côte, le Bella des Gagnés. Monsieur Francis Roy est avec nous. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. Monsieur Roy, ça n'a pas été une fin de saison facile pour le Bella des Gagnés. Là, il reste, on est comme en prolongement. Il reste un voyage ou deux avant d'aller en cale sèche. Effectivement, on est à effectuer l'avant-dernier voyage de la saison. Il nous en reste encore un qui est pas en cours présentement. Tout ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, là, il y a eu des critiques de la députée. Nous autres, à cette émission, on a parlé avec le maire Pinault d'Anticosti, avec le maire Jones de la Basse-Côte, Randy Jones. Les gens connaissent les conditions météo quand même dans ces coins-là. On le sait quand c'est pas facile. C'est surtout les vents. Au printemps, c'est les glaces. Puis là, cet hiver, c'était les vents. Ben, depuis toute l'automne, là, ça a été les vents, les tempêtes qu'on a eues dans le golfe Saint-Laurent nous ont affecté beaucoup. Mais malgré tout ça, souvent le Bella des Gagnés était le seul navire qui naviguait dans le golfe Saint-Laurent.
Concernant la responsabilité, pouvez-vous nous préciser, les critiques venaient sur les gens, qui prennent un billet avec une destination, une escale précise. Il y avait toute la période des fêtes en plus là-dedans. Hein? Des fois, c'est des gens qui reviennent dans leur village, qui ont des choses de prévues. Quelle est votre responsabilité par rapport aux passagers quand on peut pas les amener à bon port, là? Oui. Je pense que c'est important de clarifier. La responsabilité de Relais Nordique se limite aux gens qui sont à notre bord. Donc, lorsqu'on prend un passager en charge, il embarque sur le navire et son lieu de destination, c'est par exemple Port-Meunier, pour parler du maire Pinault, et on le prend à Sept-Îles pour l'amener à Port-Meunier. Si pour quelque raison que ce soit, Relais Nordique, on n'est pas capable d'accoster à Port-Meunier, mais nous, on va essayer de trouver un moyen pour amener la personne. Des fois, ça peut être avec du retard, ou bien on va prendre un autre moyen, comme durant la saison, à quelques occasions, on a été dans l'obligation de débarquer des passagers à un autre port et de les voyager par avion pour les ramener à leur port d'origine. Oui. Donc ça peut être une solution. L'autre solution, c'est parfois on dit aux gens, vous allez devoir rester à bord un peu plus longtemps que prévu jusqu'à temps qu'on puisse accoster à votre quai de destination. C'est vraiment notre responsabilité, c'est pour les gens qui sont à bord. Et malheureusement, pour les gens qui ont des billets ou ont pris des réservations, si on ne peut pas se rendre à leur quai d'origine, donc on ne peut pas les prendre à notre bord, à ce moment-là, nous, on les rembourse, bien entendu, mais on ne peut pas prendre la responsabilité de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas à notre bord à ce moment-là. Comment on gère ça à ce moment-là? La préoccupation première, c'est le client, là, parce que je sais qu'on a débordé de notre mandat à Relais Nordique, là, entre autres pour les cadeaux de Noël. Je pense qu'on a fait des spéciales pour livrer la marchandise par avion vers Anticosti, vers la Basse-Côte. On gère ça comment, ce genre de crise-là, là, ou d'événements-là? On le vit régulièrement quand même là, chez Relais Nordique. On a cette possibilité de vivre ces événements-là à chacun des voyages, là, tout dépendant de Mère Nature. Nous, le service que Relais Nordique offre, faut bien comprendre que c'est un service qui est pas à un seul port et c'est pas un service quotidien. Donc, c'est un service qui est échelonné sur 7 jours. Donc, notre mandat, nous, c'est de visiter chacun des ports pour faire la livraison de marchandises et le transport de passagers à chacun des ports de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti. Donc, lorsqu'on doit prendre une décision, nous, c'est tout le temps un dilemme qui est assez difficile parce que on doit se poser la question, je ne peux pas aller à un port avant peut-être 24 heures ou parfois même plus longtemps que ça à cause des conditions. Est-ce que j'attends ou est-ce que j'enfile au prochain port? Malheureusement, les gens sont pas desservis, ils vont être desservis lorsque le bateau va revenir peut-être 2 ou 3 jours plus tard. Mais si je ne prends pas cette décision-là, donc j'impacte les autres ports qui sont plus loin dans la desserte. Donc c'est tout le temps un équilibre à savoir jusqu'à quel point on attend pour desservir un port et de voir l'impact qui est un impact en cascade pour l'ensemble des ports, et aussi voir l'impact pour le voyage suivant, parce que je dois visiter chacun des ports sur une période de séjour, et si je peux pas le réaliser, je prends du retard, donc la semaine suivante, je suis toujours en retard, donc là, ça crée un impact pour les gens. Ouais. Donc, nous, on essaie vraiment de suivre l'horaire à chaque semaine, et c'est un peu le dilemme qu'on doit vivre. En même temps, le capitaine du Bella des Gagnés, il y a des décisions à prendre en matière de sécurité aussi, hein, il y a des choses qu'on peut pas négliger dans tout ça. Entre autres, on parlait avec Randy Jones, là. Les gens comprennent en Basse-Côte, là. C'est quasiment tous des navigateurs, puis ils savent quand le bateau rentrera pas, probablement avant même que le bateau se pointe à proximité, là, dans chacun des villages. Anticosti, c'est peut-être particulier parce qu'on a des projets de traversier, on voit les choses dans l'avenir peut-être différemment. Relais Nordique, vous l'avez déjà essayé quand même, un traversier, le Nordique Passeur. Moi, je travaillais au Havre Saint-Pierre à l'époque, là. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on s'intéresse encore? Présentement, nous, à Relais Nordique, on attend un peu les décisions qui vont se prendre là-dessus. Nous, pour l'instant, c'est sûr qu'on se concentre principalement sur la desserte de l'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. C'est pas dans nos cartons présentement de désenclaver l'île d'Anticosti, tel que demandé par M. Pinault. Là. Oui. Pour l'an prochain, est-ce qu'il y a des discussions? Quoi, votre contrat, il est renouvelé automatique, j'imagine. La Société des traversiers du Québec est dans le dossier, mais c'est un contrat avec le ministère des Transports que vous avez.
Oui, c'est un contrat avec le ministère des Transports et la Société des traversées du Québec est notre principale interface qui gère le contrat au nom du ministère des Transports là, face à nous au point de vue opérationnel. Le contrat qu'on a présentement, c'est un contrat qui est valide jusqu'en 2021 avec une possibilité d'extension de 3 ans qui pourrait nous emmener jusqu'en 2024. Bon, mais j'imagine que pendant que la période de cale sèche, le PDG et tout le personnel de Relais Nordique ont une petite pause. Après ça, on reprend au printemps. Souvent, c'est aussi intense au printemps, c'est dans les glaces, hein? Oui, définitivement. La période de pause n'est pas très longue. C'est pas vraiment une période de pause. Période de cale sèche pour un navire comme le Bella de Gagné, c'est beaucoup de choses qu'on doit s'assurer de vérifier et de réparer pour s'assurer qu'on est en mesure d'offrir le meilleur service possible à partir du 2 avril. Oui. Une dernière petite question, monsieur. C'est un vieux débat là à Sept-Îles-Rimouski, le port d'attache avec la nouvelle limite de vitesse puis tout ça. Rimouski va toujours rester votre port d'attache. On laisse les chicanes entre commerçants se régler ailleurs, quoi? Ben, nous, présentement, le port d'attache est Rimouski pour toutes sortes de raisons. On transporte, je dirais, plus de marchandises à partir de Rimouski qu'à partir de Sept-Îles. Et c'est pas parce que les gens aiment mieux Rimouski de Sept-Îles, c'est les réseaux de distribution provinciaux passent par Rimouski plus que par Sept-Îles dans certains cas. Et les commerçants, nos clients qui commandent, vont commander des deux endroits. On a des clients qui commandent certaines marchandises à partir de Rimouski, probablement parce qu'ils ont des avantages commerciaux, et d'autres marchandises à partir de Sept-Îles parce qu'ils ont des avantages commerciaux. Donc c'est un peu la loi du marché, je vous dirais, qui dicte ça. Monsieur Francis Roy, PDG de Relais Nordique, un gros merci pour votre disponibilité ce midi. Merci, messieurs. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select Sept-Îles. Grande vente dans la boutique vêtements de Atelier Laforge. De 15 à 70% de rabais. Habits 2018, casque CKX, vêtements Climb et plus encore. Aussi, dernière semaine pour profiter de 1000 $ de rabais sur les modèles 2018 sélectionnés, plus aucun acompte et aucun paiement pendant 12 mois. Pendant cette semaine internationale de la sécurité à motoneige, Atelier Laforge vous rappelle d'être toujours prudent à motoneige pour profiter longtemps de ce beau loisir. Atelier Laforge, suivez-nous sur Facebook et Instagram, atelierlaforge.com. Chez Sport Expert et Hockey Expert de Place de Ville, c'est le temps ou jamais de vous équiper au meilleur prix de la saison. Sélection d'équipements de ski alpin, des skis, des bottes et des fixations de 20 à 40% de rabais. Sélection d'équipements de hockey, incluant patins et bâtons, de 20 à 30% de rabais. Sélection de vêtements d'hiver pour adultes, de 20 à 50% de rabais. Et encore plus de rabais en magasin. Le magasin Hockey Expert souhaite bon hockey et bonne chance à toutes les équipes du tournoi Ferro Optimiste. Attitude. Des rénovations importantes qui s'en viennent au musée régional. Malheureusement, ça se fait pas en gardant l'accès aux expositions, notamment l'exposition permanente. On n'y a plus accès depuis cette semaine. On va parler de tous ces travaux, des améliorations qui s'en viennent à notre musée du Boulevard L'Or. Le directeur Christian Marcotte est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Jean. Alors on fait des travaux là. Ça c'est vraiment planifié cette semaine là pour les travaux du côté du musée. Ben en fait. Oui, les travaux sont commencés depuis la fin novembre, début décembre pour ce qui est de l'extérieur, mais cette semaine, l'équipe des travailleurs sont entrés à l'intérieur du musée pour commencer là, la démolition la démolition des salles d'exposition en fonction des travaux là, de rajeunissement qui s'en viennent. Oui, c'est des travaux majeurs quand même, 2,7 millions. L'accès aux expositions, là on s'enligne sur une fermeture d'environ 4 mois, quoi, à partir de demain, là, fermeture totale du musée régional? Oui, fermeture totale pour peut-être à peu près 4 mois, effectivement. OK. Et on se rappelle que le ministre Arcan était venu nous dire que notre musée avait besoin d'amour. On en est là, on est en train d'y donner de l'amour et on est satisfait de la relation là, amoureuse avec le musée. Oui, oui, ça se passe
passe bien, là. Les travaux avancent assez rapidement. Là. Ils sont rentrés mardi, puis maintenant, tous les revêtements de plancher dans les salles d'exposition temporaires, le plafond de gypse est enlevé et ils commencent à refaire, essentiellement dans les salles d'exposition, il fallait refaire le gypse, là, parce qu'après 30 ans de clouage dans les murs, on s'entend que c'était un petit peu, ça avait besoin d'être rafraîchi, donc le gypse va commencer là, dès cet après-midi. Oui. Et puis donc, oui, l'amour, ça porte bien. Christian, on peut se rappeler, le musée régional, on l'appelait Musée des Sept-Îles à l'époque, oui. André Michel, dans les années 70 quand même, mais le bâtiment qu'on travaille actuellement, il date de 1986, là. Oui. On avait beaucoup de travaux à y faire. Ben oui, malgré tout, 30 ans, un peu plus de 30 ans pour un bâtiment, dans nos conditions, c'est important. Il y avait beaucoup de problèmes avec le revêtement extérieur, surtout du côté nord-est, là, ce qui fait le coin entre la rue Perduvet et le stationnement du poste de police. Donc, il y avait eu des infiltrations d'eau avec le temps et la maçonnerie se défaisait en petits morceaux. Donc ça, c'est sûr que c'était un des aspects majeurs. Et aussi le système de climatisation chauffage, là, qui a besoin d'être remis au niveau. La durée de vie de certains équipements, c'est à peu près 25 ans. On en est rendu à 32, donc oui. C'était dû. Là. On sait que c'est important, hein, notamment. Il y a la mission de faire des expositions au musée, mais il y a toute celle de conserver des documents anciens, des archives précieuses pour la Côte-Nord. Ça demande quand même certaines conditions. Oui, exactement. Puis là, on avait de la difficulté à garder les conditions de conservation. Donc, pour aider à tout ça, le système maintenant va être séparé en deux. Un système qui va gérer tout ce qui est les espaces d'exposition, les espaces de réserve, puis un autre système qui va gérer les espaces publics et les bureaux. Donc, ça va être plus facile là, de maintenir les bonnes conditions de température et d'humidité. Juste pour bien nous rappeler l'histoire du musée régional, du musée des Sept-Îles au début, là, le vieux poste, c'est un peu là que ça a commencé. Hein? L'histoire, c'est important quand même pour un musée. Le vieux poste, c'est à quoi, dans le fond? C'est des reconstitutions historiques qu'on a faites dans les années 70 qui nous rappellent des choses qui remontent à Nouvelle-France. Oui, exactement. Le poste a été fondé au 17e siècle. La reconstitution, comme elle était faite pour 1967, en fait, c'était un legs du 100e anniversaire de la Confédération. Donc, on vient de fêter le 150e. Et en 67, donc le vieux poste a 50 ans. Oui. Et en 67, là, c'était ça. Le gouvernement du Canada payait des infrastructures aux communautés, différents projets. C'était la reconstruction du poste, puisqu'il y avait eu préalablement des fouilles archéologiques. Donc, de 67 à 76, il y a eu toutes sortes de choses. Plein de gens se rappellent boîte à chansons, restaurant, etc., etc. Et en 75, le musée, la corporation du musée est fondée et le musée ouvre dans l'enceinte du Vieux-Poste en 76. Mais vite, les gens se sont vite rendus compte que le Vieux-Poste, pour un véritable musée comme il y avait dans la tête, c'était pas nécessairement le lieu idéal. Donc, ils ont travaillé à l'obtention d'un lieu moderne, d'une construction neuve. Et le musée a été commencé à construire en 85 et inauguré en septembre 86. Il portait toujours le nom du musée des Sept-Îles à l'époque, et c'est au tournant de 91 là que le musée a changé pour le nom du musée régional à la Côte-Nord. Oui. Donc voilà, en bref, là, une courte histoire du musée. Oui, concrètement, là, c'est 2,7 millions à peu près là, qu'on va mettre. Le gouvernement du Québec, c'est le gros morceau, le ministère de la Culture. C'est quand même, Patrimoine Canada et la ville de Sept-Îles, tous des fonds publics. C'est le fun de voir qu'on fait les travaux avec des entreprises locales. On a pu s'assurer de ça? Oui, en fait, oui, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. On devait aller en appel d'offres public, donc, mais de toute façon, pour ce qui est des entrepreneurs généraux, il n'y a que des entreprises de cette île qui ont soumissionné. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est très content de pouvoir l'avoir donné à quelqu'un d'ici. Là. Oui, pour le public du musée, là, qu'est-ce qu'on va améliorer? Quel changement le musée neuf, là, à part être plus beau, plus neuf, ça va nous donner quoi de plus? En fait, les salles d'exposition, on va changer un petit
peu ils changeront pas de configuration, mais l'amélioration première, c'est que on a fait sauter les plafonds de gyps et à la place du gyps, il va y avoir ce qu'on appelle un grid d'accrochage, comme il peut y avoir dans des salles de spectacle. En fait, un plafond en tube de métal de 2 pouces qui va nous permettre de suspendre des choses au plafond, ce qu'on pouvait pas faire avant. Fait qu'il y a certaines expositions auxquelles on n'avait pas accès préalablement. Juste pour donner un exemple, il y a quelques années, le musée de la Gaspésie avait développé une exposition sur Félix Leclerc qui s'appelait un hamac dans les voiles. Et le concept de l'exposition, c'était des stations d'écoute de chansons et de textes de Félix Leclerc qu'on écoutait assis dans un hamac suspendu au plafond. Nous, on était très intéressés à avoir cette expo-là, mais on pouvait pas, puisque tout le concept de l'expo était ça, sur de l'accrochage, et puis on pouvait pas accrocher. Donc aujourd'hui, là, ça va nous permettre une plus grande éventail d'expositions qui demandent d'accrocher des choses au plafond. Puis aussi, étant donné qu'on avait des conditions de conservation des fois qui pouvaient être en dents de scie, certains musées pour des expos, quand on reçoit des expositions, certaines expos ont besoin de conditions de conservation très stables. Comme nous, des fois, c'était pas très stable à cause de notre système. Ben là, c'est sûr qu'on se fera plus refuser rien là, par rapport à nos conditions. On a hâte de voir les résultats finaux de tout ça. Est-ce qu'on prépare un événement pour l'ouverture? Là, on a un petit peu de temps pour planifier quand même. Oui, on a un petit peu de temps pour planifier. Ça va aller, la réouverture officielle là, des salles d'expo, tout ça, ça va probablement aller avec le début de la saison touristique. Donc, habituellement, on fait toujours un événement à ce moment-là où on fait les lancements des expositions d'été, la revue d'histoire et plein d'autres choses. Donc, ça rajoutera certainement quelque chose là, pour la réouverture officielle du musée. Ouais, en attendant, est-ce qu'on maintient certaines activités? Christian, je pense aux écoles, là, il y a quand même des ateliers intéressants d'habitude l'hiver pour les jeunes, des ateliers scolaires. Ouais, mais non, on ne pourra pas faire rentrer des jeunes dans un chantier, ce serait pas sécuritaire. Donc, non, à partir de samedi là, après-midi, là, il y a une fermeture là, jusqu'en juin. Ça va être difficile de faire autrement. Peut-être qu'au courant du mois de mai, on pourra réouvrir la section boutique et la salle du port pour les petites expositions qu'on a. Tout ça va dépendre de l'avancée des travaux. Oui, c'est ça, la boutique, ça aurait pu être le fun aussi. Hein? Il y a toujours des clients automne, été, hiver. Exactement. On l'a maintenu le plus longtemps possible là, jusqu'à samedi après-midi, mais après ça, forcément, il va y avoir les travaux de ventilation demandent qu'il y ait de l'échafaudage et puis du travail dans l'agora. Donc là, ça empêche la clientèle de rentrer. Fait que... Avec vos employés, il fallait prendre une entente, quoi? Avec les employés, nous, on va continuer à travailler. On a beaucoup de travail à faire, donc on va déménager, on va aller occuper des espaces là, dans la maison du tourisme à l'entrée de la ville. On récupère les bureaux que les employés de Tourisme Sept-Îles ont laissés en allant travailler sur la rue Arnaud. Donc nous, on va être là pour à peu près un mois, en fait, parce qu'il va y avoir des coupures d'électricité pour changer les panneaux électriques et tout ça. Fait que nous, on n'a pas le choix, mais dès la mars, nous allons récupérer nos bureaux au musée. Eh bien, pas de congé forcé pour les employés. Non, pas de congé forcé. On continue à travailler. On a un festival des hivernants organisé pour début mars. Aussi, ben oui. Donc tout le monde va travailler là pour ça. Ben, gros merci, Christian, pour cette mise à jour des informations concernant les travaux au musée. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. J'étais vraiment dans les patates un matin. J'ai pris ma douche avec mes lunettes, j'ai mis du mascara juste sur un œil, puis j'ai laissé mon lunch sur le comptoir. Au moins, je vais obtenir plein de points chez Pharmaprix. Après avoir pris un café, bien sûr. Les samedis et dimanches 27 et 28 janvier, obtenez 18 500 points prime Pharmaprix Optimum à l'achat de 75 $ ou plus de presque tout produit chez Pharmaprix. Il s'agit là de 25 $ de produits gratuits. Et gratuits, c'est génial! Des restrictions s'appliquent, détaillés en magasin. Un restaurant de Sept-Îles est à la recherche d'un aide cuisinier 2 jours semaine, poste permanent. La personne recherchée doit avoir une grande expérience pour la préparation de déjeuner, être capable de préparer sa mise en place, assister le chef cuisinier ainsi que toute autre tâche connexe. Pour postuler, faites parvenir votre CV à cvrestaurant@hotmail.com.
Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Alors Jean, on termine ça en parlant du Ciné7 qui est en plein festival. Il reste quelques bons jours pour aller voir des films. Ouais, exactement. Mais il y a une belle cérémonie de clôture. Ah vraiment là, cette année le festival ont vraiment frappé fort avec la présentation comme film de fermeture de Inou Nikamu, Chanter la résistance du réalisateur Kevin Bacon-Hervieux qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Bacon-Hervieux, bonjour. Bonjour. J'aimerais premièrement savoir là, de se faire proposer ou de se faire demander si on peut projeter notre film en fin d'un festival comme ça, en première. Comment on reçoit cette demande? Ben check, regarde, ça a été un honneur extraordinaire. Puis je suis surtout très très fier que le film soit projeté dans la région. La toute première projection a eu lieu à Montréal et ça s'est déroulé extrêmement bien. Donc j'ai vraiment très hâte que les gens chez moi voient ce film-là et me donnent leurs commentaires. Et toi, tu l'as même pas vu, Tommy? Pour Boulou.tv, il y a personne qui l'a vu, c'est à Côte-Nord ou presque. Juste Kevin. Il faut être là dimanche. Absolument. C'est une rare occasion. Et quand vous parlez des gens de chez vous, on parle des gens de cette île, mais principalement des gens de la communauté de Ouachette-Maliotenam, l'invitation leur est lancée parce qu'on parle vraiment de eux, de leur histoire et de leur réussite. Oui, absolument. C'est un film qui trace l'histoire du festival Inou Nikamu, mais aussi de la communauté, surtout de Maliotenam. De sa création, puis l'évolution des Inuits à partir des années 50, et puis l'espèce d'affirmation et par la musique. Puis oui, c'est un film que j'ai fait pour les gens de ma communauté, mais je souhaite vraiment que les gens de cette île et de la région viennent à la salle. Et puis j'invite surtout les gens qui... Oh, je crois qu'on a perdu Monsieur Bacon-Hervieux. Je vais essayer Kevin, bonjour. Je vais essayer de le rejoindre. J'en ai un peu, Jean, puis je vais essayer de le rejoindre. En même temps, le film s'appelle Chanter la résistance. Puis quand on parle de l'histoire du festival Inou Nikamu, ça nous rappelle l'histoire des pensionnats du côté de Maliotenam. Le site du festival, c'est l'ancien site du fameux pensionnat de Maliotenam. Alors, je pense que c'est pas mal l'angle de son film à Kevin Bacon. C'est un peu de valeur, hein? On l'a perdu en plein milieu de la conversation. On cherche à le rejoindre. C'est ce dimanche. Il y a aussi d'autres activités, bien sûr, cette fin de semaine autour du festival. Il reste quelques projections, comme on le disait au début. Bon, il est de retour, Kevin. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. C'est ce que je disais, Kevin, hein? Chanter la résistance, c'est un peu le sous-titre du film. L'angle, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Inou Nikamu, ça nous rappelle un peu l'histoire des pensionnats, hein? Le site du festival, c'est le site de l'ancien pensionnat, célèbre pensionnat, tristement célèbre pensionnat de Maliotenam. Oui, puis bon, c'est une histoire qui est assez méconnue, non seulement de la population de la ville, mais aussi des Inuits. Des jeunes de ma génération ne sont pas au courant de cette histoire-là. Mais c'est un film qui focus surtout sur les réussites et sur le positif. Est-ce que vous croyez que au départ, là, lorsque vous avez eu l'idée, que vous avez commencé à filmer, faire les rencontres avec les différents invités, les intervenants dans le film, est-ce que vous croyez que ce film allait connaître une si grande puissance, un si grand message et rejoindre autant de gens et connaître un aussi grand succès? Sincèrement, non. Moi, au départ, mon travail, c'est avec mon équipe, on organise Inou Nikamu. Donc moi, mon travail de réalisateur, je me suis senti un peu comme un nobody au départ, tu sais. Mais j'ai été vraiment surpris et honoré et fier de voir que ce film-là tient la route. Tient la route et puis que les gens l'apprécient. La projection à Montréal, il y a eu beaucoup d'Inuits qui se sont déplacés et ont énormément apprécié l'attention. Puis même si c'est un film qui traite des Inuits, je crois que c'est un film qui est aussi intéressant pour la population de
cette île et j'invite aussi les gens qui n'ont jamais pris la peine ou ne sont jamais venus à Inonoromo. C'est une occasion de voir Inonoromo dans la ville, à la salle de spectacle où on peut se rassembler. Et il faut dire aussi, là, pour les gens qui ont vu ou qui n'ont pas vu la bande-annonce, les images sont très belles, très léchées. Il y a vraiment un aspect très artistique aux images qui sont présentées, autant dans les entrevues que dans les prises de vue du festival. C'est important pour vous d'avoir vraiment quelque chose de très artistique et de très beau pour transmettre votre message? Ah ben oui, absolument, absolument. Ça a été difficile de traiter d'absolument tous les sujets et je voulais surtout le faire en transmettant l'émotion. Tu sais, Inonoromo, c'est beaucoup... quand tu y vas, tu vis quelque chose et c'est ce quelque chose-là que je voulais retransmettre dans le film. Puis, non seulement ce sont des belles images, mais ça rappelle une édition assez incroyable en 2016 où nous avons eu Simple Plan, Victorias et un tas d'autres artistes. Tu sais. Donc, je pense que ça va être un beau document à regarder, oui. Puis un beau document à conserver dans les archives parce que je pense que ça va parler aussi aux gens là dans plusieurs dizaines d'années. On le rappelle, la cérémonie de clôture, la projection de clôture de Inunikamu, Chanter la résistance, c'est dimanche le 28 janvier à la salle Jean-Marc Dion. Donc quand même beaucoup de place là pour la projection de ce film-là à 15h. Vous serez là sur place pour discuter. Vous serez également avec des organisateurs là du Inunikamu. Les gens pourront aller vous voir et discuter avec vous. Oui, absolument. Puis la projection du film va être suivie d'une séance de questions et réponses qui, je pense, va être très intéressante, oui. Bon, on invite les gens à se rendre sur place. Faut communiquer avec la salle Jean-Marc Dion pour les billets. Je n'ai aucune idée si c'est déjà complet, mais si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous parce que j'ai bien l'impression que ça va se remplir très rapidement. Kevin Bacon, Hervieux, réalisateur du film Inunikamu, Chanter la résistance, qui sera présenté en projection de clôture du festival du film Ciné7 2018. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça fait très plaisir et on se voit le 28 janvier. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Alors Jean, c'est ce qui conclut notre émission, bien chargée encore une fois, mais c'est pas ce qui conclut la semaine. Tu seras du côté du tournoi Ferro demain. C'est une émission spéciale demain, Côte-Nord Attitude en direct de la classique hivernale. C'est au Stade Holiday des jeunes novices. Wow. C'est révélateur de ce qu'est le tournoi Ferro. C'est pas du hockey de haut niveau, c'est du hockey pour les bouts de chou où tout le monde a du plaisir, où la rivalité est importante pour les bannières dimanche. On va parler de tout ça. Pierre Gilbert sera notre invité, également des gens de l'association d'hockey mineur de cette île. C'est pour eux les profits du Ferro. Profitez-en, amenez-vous un petit lunch et déplacez-vous du côté de Stade Holiday demain. Sinon, pour nous, on se revoit la semaine prochaine. Bonne fin de journée tout le monde.